Et vous l'avez entendu, la guerre qui fait rage au Proche-Orient, une fois de plus, une fois de trop sans doute, mais sans doute pas la dernière malheureusement. On va en parler avec l'invité d'Alexandre Devecchio qui va faire son entrée dans quelques minutes dans le studio de Sud Radio. Nous avons le bonheur et le privilège d'accueillir le tout nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie française. Amin Maalouf, bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous publiez chez Grasset Le labyrinthe des égarés, l'Occident et ses adversaires. À quoi ressemblera le monde de demain dans lequel l'Occident n'est plus dominant, où il voit son hégémonie contestée de toutes parts? Est-ce que la guerre qui vient de reprendre au Proche-Orient est une guerre d'ailleurs entre l'Occident et ses adversaires? On pourrait se poser aussi la question. Vous allez y répondre dans quelques instants. En tout cas, soyez le bienvenu sur Sud Radio. En toute vérité, on vous accueille jusqu'à midi. En toute vérité sur Sud Radio, Jean-Marie Bordry. Bienvenue Amin Maalouf. Merci. Il y a plus de 30 ans, vous publiez déjà ce livre qui m'avait marqué personnellement, on en parlait auparavant, Les croisades vues par les Arabes, la même région qui est à nouveau en proie à la guerre. Est-ce qu'il y a un lien entre la guerre qui se déroule sous nos yeux en ce moment même, entre le Hamas d'un côté et Israël de l'autre, et ces guerres qui datent presque de 1000 ans? Il y a certains liens, comme il y a des liens avec la nouvelle guerre froide qui commence. Il y a des spécificités liées au Proche-Orient qui font que moi, qui suis né en 49, j'ai connu, je ne pourrais même pas compter le nombre de conflits. Et il y en a un qui vient de commencer donc hier. Et en même temps, il y a un monde où les guerres se multiplient parce qu'il y a une nouvelle donne, des camps qui s'affrontent pour aller vite, l'Occident et ses adversaires, principalement la Russie, l'Iran, la Chine, évidemment. Et ce nouveau conflit vient s'ajouter à des conflits qui ont commencé en Europe, avec l'Ukraine, évidemment, dans le Caucase, donc à la limite entre l'Europe et l'Asie, avec le Nagorno-Karabakh, en Afrique, qui est quand même à feu et à sang, toute la région sahélienne. Et là, encore, par certains aspects, ce qui arrive est un conflit, principalement entre l'Iran et l'Occident. L'Iran qui soutient le Hamas, qui soutient le Hezbollah par ailleurs, et qui est un ennemi déclaré d'Israël. Israël qui est un allié des pays occidentaux. Est-ce qu'on peut dire qu'Israël est un pays occidental qui fait face aux adversaires de l'Occident? Il fait certainement partie de l'Alliance occidentale. En tout cas, c'est un fait. C'est un fait. Et donc, de ce point de vue, le conflit, qui est aussi non seulement un conflit israélo-palestinien, mais principalement dans la géopolitique actuelle, un conflit entre Israël et l'Iran, qui pourrait même dégénérer en guerre, c'est un conflit qui est lié aux nouvelles réalités stratégiques d'aujourd'hui. Est-ce que ces nouvelles réalités stratégiques, finalement, sont la confirmation de cette thèse qui avait fait grand bruit, qui avait été parfois contestée, du choc des civilisations? Je crois que le choc des civilisations est une réalité d'un certain point de vue. Nous sommes passés d'un monde où les conflits étaient essentiellement idéologiques à un monde où les conflits sont essentiellement identitaires. On le sent au niveau global, on le sent dans chacune de nos sociétés. Exactement, en France notamment. Partout, on a des conflits à caractère identitaire et par certains côtés, on peut dire que ces conflits identitaires représentent des chocs entre les civilisations. Exactement. Alors de quoi la guerre qui se déroule sous nos yeux en ce moment au Proche-Orient est-elle le nom? Est-ce que c'est une guerre identitaire entre d'un côté donc des Arabes, de l'autre des Juifs? Est-ce que c'est une guerre religieuse entre des Juifs encore mais des musulmans, voire des islamistes? Est-ce que c'est une guerre entre deux peuples, deux nations? C'est difficile à dire, ça vient de commencer et pour être honnête, c'était une surprise pour moi. C'était une surprise pour tout le monde. Quand j'ai entendu les premières nouvelles le matin, j'ai pensé que c'était un des petits incidents habituels dont on entend parler depuis quelques années. Et je suis allé au rendez-vous de l'histoire de Blois et dans le train du retour, j'ai lu les nouvelles et j'ai compris que c'était une nouvelle guerre. Une nouvelle guerre d'ailleurs avec un effet traumatisant pour Israël, on en reparlera dans un instant. Il y a quelque chose
de similaire à ce qui s'est passé lors de la guerre du Kippour. La surprise. L'autre guerre a commencé, et je m'en souviens parce que j'étais déjà un jeune homme, je suivais l'actualité, c'était le samedi 6 octobre 73. 50 ans et un jour plus tard, le samedi 7 octobre 2023, il y a quelque chose de similaire qui est arrivé. De nouveau, les Israéliens sont surpris, et de nouveau, je dirais, on ne connaît pas du tout aujourd'hui les conséquences possibles. Il va y avoir une extension de la guerre dans d'autres directions. Est-ce qu'il va y avoir des bouleversements même à l'intérieur d'Israël? Aujourd'hui, on parle d'un gouvernement de coalition qui apparemment est probable. Beaucoup de choses. C'est le début de quelque chose. Donc là, nous parlons vraiment au moment où l'actualité est très chaude. Donc, avec une grande incertitude. On peut en revanche commenter les changements, ce qui a changé en 50 ans et un jour. Donc, surprise à nouveau comme à la guerre du Kippour, il y a 50 ans et un jour. La différence, c'est qu'elle avait été déclenchée par deux chefs d'État, Hafez el-Assad en Syrie et Anwar el-Sadat en Égypte. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un État du Hamas dans la bande de Gaza? Pas vraiment. Pourtant, c'est lui qui vous avez raison qu'il y a une différence majeure. La guerre de 73 se passait essentiellement entre deux pays arabes et Israël. Aujourd'hui, aucun pays arabe n'est impliqué. Il y a un mouvement qui est le Hamas qui, par cet acte, est devenu le mouvement principal palestinien, et il a évidemment marginalisé l'autorité palestinienne. Et encore une fois, c'est plutôt la puissance régionale qui est en train d'affronter Israël dans cette affaire. C'est plutôt l'Iran, mais aucun pays arabe. Donc c'est une réalité assez différente quand même. Et justement, cette réalité différente, on va l'analyser avec vous, Amin Maalouf, dans un instant, en compagnie d'Alexandre Devecchio, qui fait son entrée dans le studio de Sud Radio. Restez avec nous, Amin Maalouf. La guerre mondiale, la troisième guerre mondiale, aura-t-elle lieu, et surtout, peut-on l'empêcher? C'est une question qu'on va se poser avec Alexandre Devecchio dans un instant. Je rappelle la référence de votre ouvrage, Le labyrinthe des égarés, l'Occident et ses adversaires. C'est publié chez Grasset. À tout de suite sur Sud Radio avec vous, Amin Maalouf et Alexandre Devecchio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité avec Amin Maalouf. J'avais pas prévu, pour tout vous dire, de faire le marathon de Paris ce matin, mais j'y étais un peu obligé. Heureux de vous retrouver et heureux d'être avec vous, Amin Maalouf. Très honoré de vous recevoir dans cette émission. Je sais que vous avez parlé avant la pause de la situation tragique en Israël. On va venir au sujet de votre livre, qui est un sujet finalement assez lié d'une certaine manière. Livre passionnant, réflexion puissante sur l'état du monde, le labyrinthe des égarés. Ça vient de paraître chez Grasset. L'Occident face à ses adversaires. Peut-être pour faire le lien entre les deux sujets, cette attaque extrêmement violente contre Israël, est-ce que c'est le signe finalement d'un affaiblissement aussi de l'Occident? Vous expliquez dans votre livre qu'il n'y a plus de superpuissance dominante. Certes, les États-Unis continuent à être la principale puissance, mais on est dans un basculement total du monde. Est-ce que c'est un signe supplémentaire, cette attaque, de ce basculement que vous décrivez dans votre livre? Je dirais que c'est un signe de la dérive vers la violence de cette nouvelle guerre froide qui commence, parce qu'on a pris l'habitude de l'appeler la nouvelle guerre froide, mais elle n'est plus froide en Europe, elle n'est pas froide du tout en Afrique. Et là, ce qui arrive au Proche-Orient, il y a évidemment les réalités proche-orientales qui font qu'il y a constamment des guerres à répétition, mais cela fait partie aussi de cette nouvelle guerre froide qui devient globale. Nouvelle guerre froide, vous êtes parti de là dans votre livre sur la guerre en Ukraine. Vous expliquez effectivement que c'est une nouvelle guerre froide, mais qu'on la prend peut-être finalement avec une certaine légèreté, Amin Maalouf, justement parce que la guerre froide, c'est finalement terminé du mieux qu'elle pouvait se terminer avec la chute du mur de Berlin, sans attaque nucléaire, et que du coup ça nous a peut-être un peu
anesthésié et qu'on ne voit pas forcément le danger qu'il y a aujourd'hui. Vous craignez une escalade de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine ? C'est possible. En tout cas, nous n'avons pas toutes les références pour comprendre la nouvelle guerre froide. Nous avions les références, nous avions l'habitude de cet affrontement entre communisme et capitalisme. Déjà, il y avait le camp de la révolution qui était... Et aujourd'hui, les adversaires de l'Occident ne sont pas le parti de la révolution, c'est le parti de l'ordre. Donc ça change déjà énormément. La Russie, la Chine redoutent les révolutions qui se passent dans le monde. Ils parlent avec inquiétude des révolutions de couleur, comme ils les appellent, ou bien les printemps arabes. Ils ont très mal réagi. Ils ont l'impression que tout ce qui arrive dans le monde, ils y voient la main de Washington, comme l'Occident voyait la main de Moscou dans tous les troubles qu'il y avait dans le monde. Pendant la guerre froide, justement. Donc les données sont différentes. C'est vrai aussi ce que vous dites à propos du risque de guerre. Hiroshima, Nagasaki ont créé dans le monde le sentiment que on avait touché à l'horreur absolue et plus jamais ça. L'écroulement de l'Union soviétique a donné le sentiment que finalement, ce risque dont on a tellement parlé d'un affrontement entre ces gigantesques arsenaux nucléaires dans le monde était très exagéré et que c'est un tigre en papier, comme aurait dit Mao, donc ça n'aura jamais lieu. Et donc on a pris un peu à la légère tous les risques liés à ces arsenaux. Heureusement, on n'a pas encore été démenti. C'est-à-dire, heureusement, jusqu'à présent, il n'y a toujours pas eu d'affrontement à caractère nucléaire, mais on aurait tort de considérer que c'est impensable, parce que ça peut toujours arriver, les arsenaux sont là, les détestations sont là, et ça peut déraper. Justement, il y a un passage assez glaçant dans votre livre où vous expliquez que finalement, on en parle de manière assez détachée, presque badine, comme un sujet comme un autre, dans les dîners en ville aujourd'hui, d'une possible troisième guerre mondiale, d'une possible guerre nucléaire. Or, ça reflète paradoxalement justement le fait qu'on soit un peu des somnambules qui se dirigent vers la guerre sans s'en rendre compte. Oui, je parle même je dis que l'écroulement de l'Union soviétique de cette manière, sans tirer une balle, sans jamais lancer de fusée, aucune de ces milliers de fusées qui sont là, ça a eu un effet d'Hiroshima à l'envers. On a l'impression que tout cela n'est pas sérieux. Et le réveil peut être tragique. Donc, il faut quand même garder le sens de la mesure. Il faut se dire, le monde passe par des périodes délicates. Les grands pays sont toujours armés et ils peuvent se comporter d'une manière irrationnelle, comme on l'a vu, pas sur le plan nucléaire, mais on a vu des comportements irrationnels. Pour vous, elle est irrationnelle, cette guerre de Poutine, ou elle répond à une logique ? Je pense qu'il a eu tort de lancer cette guerre. Je crois que s'il voulait rétablir la position de la Russie dans le monde, il a fait l'inverse. Je pense que la Russie est beaucoup plus faible aujourd'hui qu'avant la guerre, qu'il y a 2 ans. C'est évident, elle est beaucoup plus faible. Je crois qu'il a mal calculé. Je pense que les dirigeants, parfois, quand ils n'écoutent pas les bons conseils ou qu'ils écoutent les mauvais conseils, peuvent commettre des erreurs graves d'appréciation. Et je pense que là, ça résulte d'une erreur grave d'appréciation. Il voulait rétablir la position de la Russie. À mon avis, il l'a affaibli. Il voulait anéantir l'Ukraine. À mon avis, l'Ukraine, aujourd'hui, est beaucoup plus... beaucoup plus historiquement, on a l'impression qu'elle est enracinée en Europe depuis toujours. C'était pas le cas. C'était pas le cas il y a au début de la guerre. Aujourd'hui, c'est évident. Elle ne disparaîtra plus, tout simplement. Il voulait profiter du fait que l'OTAN était en état de coma, et en fait, il n'est plus du tout.
en état de mort cérébrale. Il a ressuscité l'OTAN. Il a ressuscité l'OTAN alors qu'il pensait l'achever. Et donc, tout un ensemble de fautes graves et de mauvais calculs. C'est un ensemble de fautes graves de la Russie, mais vous expliquez aussi dans votre livre, et c'est là où vous revenez à la guerre froide et à l'après-guerre froide notamment, que c'est peut-être aussi l'échec de l'Occident. Aujourd'hui, on se rend compte que l'idée d'une fin de l'histoire était sans doute un mythe et sans doute nous n'avons pas mis assez à profit cette période post-guerre froide pour créer un équilibre mondial pacifique. Cette idée qui est apparue à la fin de la guerre froide, de la fin de l'histoire, voulait dire il y a un modèle qui a triomphé et les autres vont disparaître. En réalité, le modèle occidental, il est sorti gagnant de cet affrontement, mais il est lui-même en crise. Et il n'arrive pas à s'étendre dans le monde. En face, il n'y a rien. C'est-à-dire, il y a ce modèle qui est en panne, et en face, il n'y a aucun autre modèle. Et c'est l'un des drames du monde aujourd'hui. Il n'y a aucun modèle. Il y a ce brouillon d'un modèle global qui est le modèle occidental. On est obligé de travailler dessus, de l'améliorer, de le modifier, mais il n'y a pas d'autre. La Russie avait proposé un modèle qui a fait faillite. La Russie d'aujourd'hui, elle ne propose pas un autre modèle. La Chine, son développement est remarquable, impressionnant, mais elle ne propose pas un autre modèle. Aucun pays ne peut dire je veux faire comme la Chine. La Chine, c'est un cas très particulier, comme le Japon de l'époque Meiji. On va y revoir. Était un cas très particulier. On ne peut pas l'imiter. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas de véritable modèle qui s'impose. C'est certainement une des raisons pour lesquelles nous sommes tous égarés, comme je le dis dans le livre. Le labyrinthe, effectivement, des égarés, qui est aussi un livre d'histoire contemporaine, mais vous revenez aussi sur le destin des grandes puissances du XXe siècle, justement pour peut-être essayer de voir quel pourrait être le modèle et d'aussi tirer les leçons des réussites, mais des échecs passés. Effectivement, vous évoquez le destin de plusieurs grandes puissances, le Japon, la Russie, les États-Unis et la Chine. Donc peut-être commençons par le Japon. C'est par là que vous ouvrez votre livre. Vous expliquez qu'à un moment donné, on a pu penser que le Japon dominerait l'Occident. Quels ont été ses points forts et peut-être ses points faibles qui font que l'expérience ne s'est jamais transformée? Il y a eu, entre le 15e siècle et le tout début du 20e siècle, une période où les puissances européennes dominaient le monde. Elles s'étaient partagées le monde, on avait l'impression, et elles avaient l'impression, que le reste du monde était marginal et qu'elles pouvaient rester entre elles indéfiniment. Et en 1905, il y a une bataille à Tsushima, quelque part entre la Corée et le Japon, où la flotte russe est détruite par les Japonais. Le Japon s'était réveillé à la fin du 19e siècle, après avoir été complètement fermé au monde pendant très longtemps. Il s'était réveillé avec un jeune empereur, l'empereur Meiji, entouré de conseillers réformistes très à la fois volontaristes et avec un esprit d'ouverture sur le monde. Et le pays s'était développé dans tous les domaines. Pas seulement sur le plan militaire, pas seulement sur le plan économique, mais également la société japonaise a changé. On a laissé se développer une presse libre, des partis, des débats, la psychanalyse, etc. Beaucoup de choses se sont développées. Et en quelques décennies, le Japon est passé d'un pays complètement en retard à un pays en avance, moderne, voire... et qui a réclamé sa place parmi les grandes puissances du monde. Et là, l'Occident a découvert qu'un pays d'Asie pouvait rejoindre le club
des puissances où il n'y avait jusque-là que des Occidentaux. Que des Occidentaux. On continue à en discuter après une courte pause sur Sud Radio. On sera toujours avec Amin Malouf pour parler de son livre Le labyrinthe des égarés, l'Occident et ses adversaires. C'est passionnant. Merci à Amin Malouf. À tout de suite, en toute vérité sur Sud Radio. En toute vérité, avec le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie française, Amin Malouf, qui est venu nous parler de son livre qui vient de paraître chez Grasset, Le labyrinthe des égarés, l'Occident et ses adversaires. Avant la pause, Amin Malouf, vous reveniez sur le destin d'une des grandes puissances du XXe siècle, puisque votre livre est aussi un livre d'histoire qui revient sur le destin du Japon, notamment de la Russie, de la Chine et des États-Unis. On parlait justement du Japon. Vous nous expliquer que ça avait été une puissance qui avait rayonné, qui était presque au niveau des puissances occidentales, et puis on s'est quitté au moment de la pause où vous alliez nous parler du dérapage du Japon qui effectivement, après une période de rayonnement, n'a pas su s'imposer définitivement. Absolument, le Japon a dérapé avec la mort de l'empereur Meiji en 1912. Les gens qui étaient autour de lui, les grands réformateurs, étaient vieux et ils se sont un peu écartés de la vie active. Et le pays a été entre les mains de petits groupes d'officiers ultranationalistes qui l'ont entraîné dans des aventures que le pouvoir n'arrivait pas à empêcher. Donc ils l'ont entraîné dans la conquête d'abord de la Corée, puis dans la conquête de la Chine, qui était un projet démentiel. Et ça s'est terminé par l'attaque de Pearl Harbor, c'est-à-dire une guerre avec les États-Unis, qui était proprement suicidaire. Donc, le Japon a connu un dérapage. Heureusement pour lui, il s'est rattrapé après la Seconde Guerre mondiale, et il a pu, 10 ans après, nous sortir un miracle économique extraordinaire. Mais pendant la période où le Japon était en train de déraper, il y a un autre pays qui a repris le flambeau de la lutte contre l'Occident, et c'est la Russie, qui, en 1917, a proclamé un nouveau type de modèle, pour le coup, un modèle communiste, qui n'était pas basé, comme pour le Japon, sur la race, sur les peuples d'Orient qui allait démolir la présence de l'homme blanc. Il se fait que la Russie, bon, c'est aussi des hommes blancs. Donc, c'était la lutte des classes. C'était essentiellement la lutte des classes. Et ça, comme vous le savez, ça a pris une ampleur globale très vite. Et pendant 3/4 de siècle, la Russie a représenté la menace la plus sérieuse, le défi le plus sérieux à l'Occident. Et puis, la Russie a dérapé à son tour. À mon avis, la Russie a dérapé d'une certaine manière dès le début, par la manière de prendre le pouvoir. Lénine a instauré un système qui n'est jamais arrivé à se démocratiser. Et ce système centralisé, où tout se décidait par un petit groupe d'hommes au Kremlin, a eu des effets catastrophiques aussi en économie. L'économie très bureaucratisée, totalement inefficace, qui a été le talon d'Achille de la Russie et de tous les pays qui ont suivi le modèle russe. Et on connaît la suite, le triomphe pendant la Seconde Guerre mondiale, des États-Unis. Puis, après avoir été l'autre grande puissance dans le monde, un écroulement assez rapide finalement dans les années 90. Entre-temps, il y a un autre pays qui est émergé, qui avait pris le modèle russe sur le plan du marxisme-léninisme, de l'idéologie, mais avec notamment un homme un peu différent, qui était Deng Xiaoping, a remis en cause le système économique qui était pratiqué en Russie. Et il a établi en Chine un système mélangé, autoritaire et en même temps libéral économiquement, et qui a fonctionné. Et qui a connu des années de croissance extraordinaire, qui s'est mis à l'école du modèle occidental par certains côtés, et à l'école
du modèle japonais également pour le développement. Et la Chine d'aujourd'hui est en quelque sorte l'héritière de deux défis lancés à l'Occident. Le défi japonais d'un développement rapide d'une nation asiatique et le défi russe au système de gouvernement occidental. Capitaliste. Et les deux défis se retrouvent aujourd'hui en Chine, qui est la dépositaire de ces défis et qui est devenue, de fait, le principal adversaire de l'Occident et qui conteste sa suprématie. Oui, justement, et d'un Occident peut-être affaibli, puisque ce que vous expliquez, c'est que il y a ces trois nations, mais il y a aussi la superpuissance américaine, superpuissance que vous jugez moins puissante malgré tout que par le passé, en tout cas pas en capacité d'imposer son modèle au monde entier. Les États-Unis ont réussi, grâce à une ascension fulgurante, à devenir la première puissance de l'Occident et la première puissance globale. Et il reste, à l'heure où nous parlons, la première puissance militairement, politiquement et aussi par son influence culturelle dans le monde. Le modèle occidental, qui est essentiellement aujourd'hui le modèle américain, est en crise, c'est vrai, nous allons peut-être en parler un peu, mais tous les modèles en face, tous ceux qui contestent ce modèle, sont encore plus en crise. C'est-à-dire, le modèle occidental traverse une crise au niveau de la démocratie. On le voit avec les élections de l'année prochaine aux États-Unis qui déjà paraissent bloquées avec deux candidats qui manifestement n'auraient pas dû être là, ni l'un ni l'autre. Et en même temps, on ne peut pas dire que le modèle politique ni de la Russie ni de la Chine soit préférable. Il est clair qu'il ne se propose rien à ce niveau. Une des conclusions de ce livre qui raconte le parcours de ces quatre grandes nations, c'est que l'Occident est sans doute en déclin, mais les adversaires de l'Occident sont eux aussi en déclin et sont aujourd'hui incapables de proposer un modèle alternatif. Oui, c'est une des originalités de votre livre, cette conclusion. Une conclusion qui, d'un côté, pourrait paraître rassurante, ou pourrait se dire, finalement, dans un monde où il n'y a pas de superpuissance qui domine, ça peut être un monde multipolaire intéressant et plus pacifique. Et on comprend à la lecture de votre livre que, pour le moment, en tout cas, c'est un monde plus imprévisible. Plus imprévisible parce qu'on ne sait pas empêcher les conflits. Prenez le cas du Nagorno-Karabakh. Tout le monde sait depuis des mois que cette tragédie va arriver. Et il n'y a aucun mécanisme dans le monde qui puisse empêcher une tragédie d'arriver. On constate qu'elle approche et elle se produit. Et on dit, il y a une tragédie. Mais on savait. Et étendons le propos. Nous avons le climat, par exemple. Nous savons qu'il y a des dérapages au niveau du climat. Est-ce que nous faisons ce qu'il faut pour enrayer ce dérapage, pour enrayer... Non. Est-ce que nous sommes capables, dans le monde d'aujourd'hui, de réunir les forces des puissances en présence pour empêcher un dérapage de l'une des technologies de pointe d'aujourd'hui, que ce soit celle qui concerne les manipulations génétiques ou l'intelligence artificielle ou d'autres? Tout peut déraper. Tout peut nous apporter le meilleur et le pire, et rien dans l'organisation actuelle du monde, dans la gouvernance actuelle du monde, ne permet de prévenir un dérapage ou d'éviter une tragédie. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Oui, on en rediscutera effectivement si on peut penser des mécanismes pour créer une nouvelle organisation finalement mondiale, mais peut-être d'abord, vous l'avez dit, l'Occident est en crise, est en déclin. Quelles sont pour vous les raisons profondes de cette crise aujourd'hui ?
Je crois que l'Occident ne parvient pas à propager son modèle dans le reste du monde. Entre autres parce qu'il n'y croit pas lui-même. Il n'est pas suffisamment attaché à son propre modèle. Il ne considère pas qu'il s'agit d'un modèle universel. Il a le sentiment, à mon avis erroné, mais très répandu, que chaque société dans le monde doit avoir son propre modèle. À mon avis, c'est faux. On ne peut pas dire simplement chacun va suivre son propre modèle. Il y a des modèles, il y a des aspects culturels qui dépendent de chaque pays, de chaque tradition, mais il y a des valeurs universelles qui doivent rester universelles, être conçues comme cela. Mais on vous répondra que c'est une forme d'impérialisme. Mais d'ailleurs, dans votre livre, vous montrez aussi que cette volonté de l'Occident d'imposer parfois son modèle, parfois maladroitement, vous revenez sur la guerre en Irak, notamment sur ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, cette volonté d'imposer son modèle est aussi à l'origine d'une partie des conflits actuels. La Russie a une volonté de revanche. Donc toute la question est comment être un modèle universel? Si je vous entends bien, il faut l'être. Mais comment l'être sans créer un sentiment de ressentiment par rapport aux autres peuples qui estiment peut-être qu'ils ont leur modèle? À mon avis, c'est cela que l'Occident doit faire aujourd'hui. C'est sur cela qu'il doit se concentrer. D'abord, définir son modèle, ne pas avoir honte de son modèle. S'il y a des choses à modifier dans ce modèle, les modifier. Pour vous, c'est quoi le modèle occidental? Qu'est-ce qui fait sa singularité? Il y a la démocratie, mais qui mérite d'être clairement redéfinie aujourd'hui, comme on le voit justement aux États-Unis. Il suffit pas d'aller voter une fois tous les 4 ans ou 5 ans. La démocratie, c'est autre chose. La démocratie, c'est de garantir que dans une société, personne ne se sent marginalisé. Et ça exige un travail beaucoup plus sérieux que d'aller déposer un bulletin dans l'urne. Il s'agit qu'il y ait véritablement, dans la gouvernance de chacun des pays, une réflexion sur ce que doit être le modèle, sur la manière de convaincre tous les éléments de la population que ce modèle, ils peuvent s'y identifier. Il faut qu'il y ait une politique internationale cohérente et une politique de principe où on dise clairement ce que l'on veut et on n'a pas besoin d'imposer tel ou tel système, mais il faut se comporter en fonction des valeurs auxquelles on croit. Et ça, on ne le fait nulle part. On a beaucoup parlé du rôle des États-Unis, par exemple, dans un pays comme l'Irak ou l'Afghanistan, et on considère que, bien entendu, ils ne pouvaient pas transformer ces pays en pays démocratiques à l'occidental. Je ne le crois pas. Je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup plus s'ils avaient fait les choses intelligemment. Et je crois qu'il y a un problème dans la transmission du modèle. La preuve, c'est que les États-Unis n'ont pas réussi à le transmettre, non pas à l'Afghanistan et l'Irak, mais même au Mexique, même à l'Amérique latine. C'est pas par hasard que les Yankees, comme on les appelle, sont aussi détestés en Amérique latine que les Russes en Europe centrale. Et on a besoin d'un modèle auquel s'identifient nos contemporains. Et ça, c'est un travail sérieux et approfondi et qui ne se règle pas simplement par des proclamations solennelles. On a besoin de travailler cette question. Il y a un travail intellectuel à faire pour bâtir un modèle pour aujourd'hui. Merci Amin Maalouf, on poursuit la conversation, je vous ai interrompu, j'aime pas ça, mais c'est passionnant et on continue de discuter, voir quel peut être ce modèle, s'il n'y a pas aussi des tensions culturelles qui l'empêchent de se réaliser. On en discute après une courte pause sur Sud Radio en toute vérité avec Amin Maalouf.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité avec le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie française, Hamid Malouf, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce dimanche. On discute de son nouveau livre, Le labyrinthe des égarés, l'Occident et ses adversaires, une réflexion puissante sur le nouveau désordre mondial. Je dirais une leçon d'histoire, puisque vous revenez sur l'histoire du XXe siècle pour voir comment nous en sommes arrivés là. Et avant la pause, vous expliquiez que aujourd'hui, il n'y avait plus forcément de modèle dominant. L'Occident restait malgré tout le plus puissant, mais sans pour autant convaincre finalement les autres peuples, les autres modèles de le rejoindre, qui s'assumaient pas comme modèle universel, et que vous y étiez favorable. Mais avant de vouloir être un modèle universel, est-ce qu'il ne faut pas d'abord savoir qui nous sommes? Et d'abord, l'Occident, est-ce que ça existe? Certains vous diraient, il y a la France, il y a les États-Unis, mais ce sont des pays différents. Vous savez, c'est vrai qu'il est difficile de définir un modèle. Si je vous demandais quels sont les éléments qui doivent figurer dans ce modèle, on pourrait discuter sur chacun de ces éléments. En même temps, nous sentons qu'il y a un modèle. Les gens qui viennent de partout dans le monde, dont je fais partie, qui viennent s'installer en France, en Europe, c'est parce qu'il y a un modèle de société qui les attire. Faisons l'effort de définir ce modèle, de voir quels sont les éléments essentiels et comment on peut faire en sorte que nos contemporains, à commencer par nos concitoyens, adhèrent à ce modèle. Encore une fois, il y a un travail intellectuel à faire et qui ne se fait pas pour définir le modèle, pour le faire accepter, pour voir s'il y a des amendements à faire à ce modèle, des transformations. Mais je crois qu'on a besoin dans le monde, et en France aussi, mais pas uniquement, en Europe, on a besoin de définir des modèles universels. Le monde ne peut pas continuer à aller dans tous les sens, on ne peut pas continuer à avoir des sociétés... Est-ce que c'est possible? Il y a un aspect qu'on ne voit pas dans votre livre, par exemple, vous évoquez très peu, c'est l'aspect culturel. Certains vous diraient qu'on est aujourd'hui dans un choc des civilisations. Vous parlez plutôt justement de choc des modèles, c'est plutôt des affrontements idéologiques qu'il y a dans le livre. Je trouve que des affrontements culturels. Mais est-ce que finalement la culture de chaque pays est pas un frein à ce modèle universel? Est-ce que vous inscrivez en faux sur la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington, par exemple? J'en ai pas beaucoup parlé dans ce livre. Vous l'avez fait dans le livre précédent, qui s'appelle Le naufrage des civilisations. Le naufrage des civilisations, et avance là dans les identités meurtrières. Je dirais que c'est une réflexion qui a commencé il y a 25 ans et qui se décline en 4 livres essentiellement. Ce livre-ci, c'est un récit historique de 4 parcours de 4 grands pays qui permettent d'expliquer la réalité d'aujourd'hui, comment on en est arrivé là. Mais l'aspect culturel est essentiel. L'aspect identitaire est essentiel. Et il ne se réglera pas de lui-même. On a besoin d'y réfléchir, de trouver des solutions, de faire en sorte que nos contemporains adhèrent au modèle tel que nous pouvons l'imaginer, mais ça ne vient pas tout seul. Il ne suffit pas d'attendre pour que le modèle se répandre, pour que les gens y adhèrent. Mais est-ce que c'est possible et est-ce que c'est pas contre-productif? On parlait tout à l'heure de l'Afghanistan. Vous faites partie de ceux qui pensent que si l'Amérique avait, c'est écrit dans votre livre, fait une politique autre qu'une politique purement militaire, puisque c'est ce qui est expliqué, si elle avait fait un plan de développement pour l'Afghanistan, économique, démocratique, peut-être que elle aurait pu changer le visage radicalement de ce pays. Est-ce que c'est si simple que ça? Vous-même, vous venez d'un pays qui connaît un certain nombre de chocs culturels. On voit bien que c'est extrêmement compliqué. Est-ce que l'Occident peut vraiment imposer son propre modèle aux autres nations? Oui. Ce que je vais vous dire est une opinion très minoritaire. mais c'est pour ça que je vous pose la question. Mais moi, j'y crois profondément.
un pays comme l'Afghanistan ou l'Irak, il y avait dans ces pays une aspiration réelle à la démocratie, à l'ouverture, au développement, et ceux qui ont pris le contrôle de ces pays n'ont pas prêté attention à cela. Ils étaient obnubilés par la question sécuritaire, je le comprends, mais ça n'excuse pas tout. Et il y avait un genre de dédain pour ces populations. Ils étaient persuadés que ces populations ne pouvaient pas accéder à un niveau de démocratie. Je suis persuadé, parce que je viens de ces régions-là, que l'aspiration à la démocratie, l'aspiration au progrès est réelle, profonde dans ces pays, et c'est simplement parce que les populations sont constamment déçues qu'elles retombent dans quelque chose d'autre. Il faut se dire que il y a des modèles universels, il faut chercher à les développer, il faut chercher à encourager les forces qui croient au progrès. On ne l'a pas fait. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne l'a pas fait. L'Occident ne l'a pas suffisamment fait. Et il est allé le plus souvent au plus facile, et avec les résultats tragiques que l'on voit. On avait ouvert justement cette émission avec ce qui se passe tragiquement aujourd'hui en Israël. Est-ce que ça aussi, est-ce que c'est un échec d'Israël qui est la seule démocratie malgré tout dans la région, qui n'a pas su faire rayonner son modèle, ou est-ce que tout simplement il y a une aspiration des peuples autour qui est autre? Je crois qu'il y a un côté spécifique à cet événement qui est ressenti d'une certaine manière en Israël. Vous avez parlé d'échec, c'est vrai que la presse israélienne parle beaucoup aujourd'hui d'un échec similaire à celui de 73, de la guerre du Kippour, d'un traumatisme. Je ne sais pas comment ça va être sur le long terme. Quel bouleversement ça va produire. Mais il est clair que dans cette partie du monde, il y a beaucoup de problèmes non résolus. Et moi qui viens du Liban, je sais qu'il y a des pays qui sont dans une situation extrêmement précaire depuis longtemps. Et malheureusement, toute cette partie du monde aurait dû être ailleurs. Toute cette partie du monde que moi j'aime bien appeler le Levant aurait dû être un phare pour l'humanité entière. Et elle est en train d'aller d'une guerre à l'autre. Et ça a commencé juste avant ma naissance. Mais malheureusement, je n'ai pas trop d'espoir de voir la paix revenir dans cette région de mon vivant. Et donc ce livre, vous l'écrivez pour bien plus tard, ou... Non, ce livre, je l'écris parce que je pense qu'il faut réagir rapidement. Pour avoir des résultats sur le long terme. Pour avoir des résultats partout dans le monde. Oui. On n'en a pas beaucoup parlé, c'est presque la fin de cette émission, mais ce qu'on peut redouter à la lecture de votre livre, pour le coup, c'est un affrontement mondial entre la Chine et les États-Unis. Comment on évite ça? On va dans cette direction. Ce n'est pas inéluctable. Je ne pense pas qu'il y ait qu'on soit condamné à vivre cette guerre. On peut encore l'éviter, mais on est dans une période d'affrontement à tous les niveaux, économique, politique, peut-être militaire, entre les États-Unis et la Chine. Et à un moment donné, il faudra trouver un moyen d'organiser la relation, peut-être conflictuelle, mais quand même d'organiser la relation de manière à éviter le pire. Ça reste possible. Je crois que le monde a besoin d'une gouvernance qui ne soit pas uniquement fondée sur la méfiance mutuelle entre les puissances, sur le chacun pour soi. On a besoin de repenser le monde autrement. Merci beaucoup Amin Maalouf, c'était un plaisir de vous recevoir, même si ça a été un peu chaotique au début, c'était passionnant. Je vous laisse avec les informations et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.